Alors bonsoir à toutes et tous et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour participer à cette discussion sur la réforme agraire et plus largement sur la gouvernance foncière. Discussion qui s'inscrit en fait dans la continuité de la réflexion lancée dans un récent numéro d'Alternative Sud, donc publié par le CETRI, et intitulé sous forme d'interrogation Obsolètes les réformes agraires? Point d'interrogation. Une question ô combien provocatrice, hein, mais qui nous semble plus que jamais d'actualité. Alors pour rentrer brièvement dans le vif du sujet, alors rappelons que les réformes agraires redistributives, bien souvent pilotées par l'État, ont longtemps été au cœur des stratégies de développement, en particulier dans le Sud, soutenues par les pouvoirs publics, les institutions internationales et les agences de coopération. Elles étaient vues comme un passage obligé, j'insiste là-dessus, pour rompre avec les structures foncières inégalitaires héritées de la colonisation ou avec des systèmes agraires fortement polarisés. Alors, dans des contextes marqués par une extrême concentration des terres, il était alors largement admis qu'aucun progrès durable en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités rurales, de modernisation agricole, de stabilité politique et même d'avancée démocratique n'était possible sans une redistribution massive de ressources foncières. Et pourtant, à partir des années 1980, conséquence de la crise de la dette, des programmes d'ajustement structurel, de la libéralisation des marchés et de l'essor et la généralisation du dogme agroproductiviste, ces politiques de redistribution disparaissent peu à peu des agendas internationaux et nationaux. Là où elles avaient été mises en œuvre, les réformes agraires redistributives sont profondément remises en cause, abandonnées ou édulcorées. Dans la plupart des cas, elles ont été remplacées par des dispositifs techniques centrés essentiellement sur la reconnaissance juridique, la formalisation, la délivrance de titres et l'enregistrement de droits fonciers, des dispositifs présentés comme des solutions miracles universelles pour sécuriser les tenures, dynamiser les marchés fonciers et relancer les investissements dans la terre et la croissance. Autrement dit, à partir de cette période, donc on est dans un changement de paradigme, hein, il ne s'agissait plus tellement de repenser les structures agraires, mais d'organiser au mieux les marchés fonciers et de garantir surtout leur bon fonctionnement. Alors sans ambition sociale ni visée émancipatrice, ces approches techniciennes, et il faut le dire dépolitisées de la question foncière, se sont révélées en fin de compte contre-productives. Pire, elles ont renforcé l'appropriation privative de la terre, nourri la spéculation, formalisé les inégalités existantes et marginalisé davantage encore certaines populations rurales. Donc je pense en particulier aux sans-terre, aux travailleurs et travailleuses de la terre, aux femmes et aux peuples autochtones. Euh, un économiste spécialiste des politiques foncières en Afrique, Howard Stein, parle même à une expression pour caractériser ce moment et ses conséquences. Donc il reprend le terme de David Harvey et il parle de dépossession par excès de formalisation à cette époque. Donc c'est une expression quand même qui veut tout dire. Du coup, tant et si bien qu'aujourd'hui, les inégalités d'accès à la terre atteignent des niveaux historiques, comme l'ont montré de récentes études, en particulier une récente étude d'Oxfam. Et leurs conséquences, exclusion sociale, multiplication des conflits fonciers, fragilisation des communautés rurales, sont plus visibles et explosives que jamais. Alors s'y ajoutent évidemment actuellement les accaparements massifs de terres, la financiarisation et l'envolée du prix du foncier qui restreint encore davantage l'accès à la terre, et plus récemment les nouveaux accaparements dits verts via les marchés du carbone et les projets de compensation environnementale, justifiés notamment par la lutte contre le changement climatique. Donc, nouvelle pression sur la terre qui aggrave davantage encore les menaces pesant sur les communautés locales et leurs territoires. On va notamment en reparler dans le fil de ce webinaire. Alors,
Dans ce contexte, poser la question, quelle réforme agraire, quelle gouvernance foncière demain, c'est refuser précisément de considérer la réforme agraire et plus largement les politiques redistributives comme obsolètes, comme un reliquat du passé, comme certains veulent en faire. Alors c'est affirmer au contraire que la justice foncière demeure un impératif politique, social et même écologique absolu. Alors à la veille du deuxième sommet international sur la réforme agraire et le développement rural, hein, qui se tiendra au début de l'année prochaine en Colombie, et 15 ans après l'adoption des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, la nécessité de rouvrir le débat s'impose donc plus que jamais. Alors, pour en discuter ce soir, nous avons la chance d'être accompagnés par plusieurs invités de choix que je vais présenter à l'instant. Alors, tout d'abord, Priscilla Claes, alors qui est professeure associée à l'université de Coventry, spécialiste des droits des paysans et paysannes et de la souveraineté alimentaire, et présidente également de FIEN International. Alors Priscilla Claes a contribué à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et travaille aujourd'hui sur la gouvernance foncière et la transition agroécologique. Alors à ses côtés, nous accueillons également Michel Merlet, fondateur d'Acter, expert reconnu en matière de politique foncière et de réforme agraire. Alors, ses analyses et ses travaux portent sur les luttes autour de l'accès à la terre et sur les modèles alternatifs de gestion foncière. Également, à ses côtés, nous avons la chance d'accueillir Zoé Gallet, hein, cofondatrice et coordinatrice de l'association Terre en Vue. Donc, c'est une initiative belge qui milite pour un accès collectif et durable à la terre agricole. Alors, dans son exposé, elle expliquera sans doute les actions qui sont menées par son organisation. Alors nous attendons aussi ce soir, malheureusement, euh, il est actuellement, enfin malheureusement ou heureusement, il est actuellement il assiste à la COP 30 à Belém au Brésil. Donc il va peut-être nous rejoindre dans le fil de ce webinaire, hein. J'espère qu'il pourrait d'ailleurs nous rejoindre, hein. Donc c'est Massa Koné. Alors Massa Koné est coordinateur de la convergence malienne contre l'accaparement des terres et membre de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Il est l'une des voix les plus engagées, en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour la défense des droits fonciers des communautés paysannes et autochtones. Alors, en croisant les regards du Sud et du Nord, les expériences de terrain et les analyses critiques, nos panélistes tenteront d'esquisser finalement les contours de ce qui pourrait être une nouvelle génération de réformes agraires et de politiques foncières plus inclusives, solidaires et écologiquement durables. Mais nous chercherons aussi à identifier les obstacles, car ils sont nombreux, à de telles réformes. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants et intervenantes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en ligne. Alors nous y reviendrons, je l'espère, au fil du webinaire selon le temps disponible. Alors je rappelle aussi que le débat est enregistré et sera accessible en ligne sur le site du CETRI. Alors d'emblée, je vais me tourner vers Michel Merlet. Donc Michel, vous avez étudié de près les expériences concrètes de réforme agraire, et notamment au Nicaragua. Au Nicaragua, vous avez d'ailleurs été euh, parmi ceux qui ont suivi de près la réforme agraire qui a été mise en place par le gouvernement sandiniste. Vous en étiez d'ailleurs une des chevilles euh, ouvrières. Alors à partir
de votre expérience et de vos recherches sur ces réformes agraires, notamment en Amérique latine, quels enseignements peut-on tirer des principales expériences menées par le passé dans les pays du Sud? Qu'ont-elles permis en matière de redistribution, d'émancipation paysanne ou de transformation sociale? Et quelles limites ou obstacles structurels ont freiné leur portée? Alors, dans le contexte actuel de montée du marché foncier, de financiarisation et de spéculation sur la terre, qui accentue, on l'a dit, la concentration foncière et fragilise les agricultures paysannes, quelles conditions, quelles conditions politiques et institutionnelles, finalement, seraient aujourd'hui nécessaires pour concevoir des politiques foncières réellement transformatrices? Et quelle forme de gouvernance ou d'intervention publique pourrait réguler ces dynamiques et garantir un accès plus équitable et démocratique à la terre? Donc je vous laisse répondre et je vous rappelle que vous avez 10 minutes. Je vous remercie. Michel, on ne vous entend pas. Oui, ça y est. Voilà. Ça va là? Oui, C'est bon? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci de m'avoir invité. Je reviens très très rapidement sur mon parcours. Après avoir fait mes études d'ingénieur, je suis agronome. Je suis parti comme volontaire du service national actif au Nicaragua en 1976-77 et j'y suis resté et par un concours de circonstances improbables lorsque le Front sandiniste de libération nationale a renversé la dictature de Somoza en 1979, j'ai été envoyé par le nouveau gouvernement dans les 3 départements du Nord pour voir comment mettre en place la réforme agraire. Puis nommé quelques mois plus tard directeur départemental de l'Institut nicaraguayen de réforme agraire à Esteli. En 1981, j'ai intégré le Centre de recherche et d'études de la réforme agraire, le CIERA, qui dépendait du ministère de Développement agricole, et j'y ai travaillé sous différents statuts pendant 7 ans. Par la suite, mon travail de consultant au sein d'un bureau d'études, l'IRAM, puis avec l'association Acter, m'ont permis de découvrir d'autres situations de réforme agraire. Et donc, c'est sur ce vécu et sur les travaux et conférences qu'Acter a contribué à organiser que je m'appuie dans cette intervention. Alors, il m'est impossible en quelques minutes de répondre à toutes les questions qui me sont posées en explorant la grande diversité des situations de réforme agraire, même seulement en Amérique latine. Donc, je ne présenterai que ce qui me semble vraiment le plus important à retenir. Et je vous donnerai tout à l'heure, là, je passerai ça aux organisateurs du séminaire, une petite sélection d'articles du site de ressources documentaires qu'on a fait pour Acter, www.acter.org, qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin si vous le souhaitez. Alors Laurent Delcourt parle à juste titre de réforme agraire redistributive. Une réforme agraire, ça a toujours pour objet de redistribuer la terre lorsque celle-ci s'est concentrée de façon excessive, et du point de vue de la société dans son ensemble, et au bénéfice d'une minorité. On ne fait pas une réforme agraire pour des motifs idéologiques ou religieux de recherche de plus d'équité, quand bien même on l'affirme haut et fort. Les motifs peuvent être économiques ou politiques, car toute réforme agraire répond aux intérêts d'un groupe social ou de plusieurs. Il arrive même que des gouvernements appellent réforme agraire des politiques qui visent à ce qu'il n'y ait pas de redistribution de terres. Les réformes agraires mises en place par les États ne répondent pas nécessairement aux intérêts économiques et politiques des paysans et des paysannes pauvres. Et nous devons toujours nous demander qui sont les bénéficiaires de cette redistribution. Est-ce que ce sont des paysans sans terre ou qui disposent de très peu de terre? Est-ce que cette redistribution se fait alors à titre individuel, aux hommes, aux femmes, ou en tant que famille paysanne? Est-ce que ce sont des coopératives de production qui sont bénéficiaires? Est-ce que ce sont des entreprises d'État ou des entreprises privées? Les intérêts des différentes classes sociales sont contradictoires, et la lutte des classes est toujours vive lors de ces périodes de transformation rapide. L'analyse à chaud est souvent difficile à faire et les références à d'autres expériences sur lesquelles on a plus de recul sont bien utiles. En Amérique latine, où ont eu lieu beaucoup de réformes agraires, une partie souvent importante des territoires nationaux était encore couverte de forêts, où vivaient des populations indigènes dispersées. Ce qu'on appelle une frontière agricole était active et en constante progression. Et elle permettait l'installation des paysans, mais aussi d'entrepreneurs ou de projets de, entre guillemets, colonisation promus par l'État, qui ont souvent été qualifiés à tort de réformes agraires. Et les réformes agraires du XXe siècle en Amérique latine ont été extrêmement diverses selon les pays ou même dans un même pays, selon les époques. Par exemple, c'est le cas du Mexique. Au Nicaragua, la direction nationale du Front sandiniste de libération nationale ne voulait pas favoriser le développement de la production paysanne.
Elle a priorisé et souvent imposé des formes de production collective, des entreprises d'État et des coopératives de production, les CAS, les coopératives agricoles sandinistes, et celles-ci ne répondaient pas aux aspirations profondes des petits et des moyens producteurs. Une grande partie d'entre eux vont intégrer les rangs de la contre-révolution armée qui va recevoir l'appui des États-Unis d'Amérique et jouera un rôle clé dans le renversement du gouvernement sandiniste. Bon, dès lors, plusieurs questions me semblent absolument essentielles à examiner, et on a vu le peu de temps qu'on a. C'est d'abord quelle forme de production, est-ce que c'est la petite production paysanne ou la grande production privée ou étatique qui est la plus intéressante à moyen terme et à long terme pour la société dans son ensemble? Deuxième question très importante, quel rôle jouent l'État et les organisations paysannes dans la mise en place puis la gestion des terres qu'on dit réformées? Les paysans ont-ils suffisamment d'autonomie pour pouvoir construire progressivement des mécanismes de gouvernance qui consolident leur situation, ou sont-ils au contraire grandement dépendants de l'État? Pour pouvoir avancer et penser aujourd'hui une nouvelle politique foncière et agraire qui soit réellement porteuse de transformation durable, comme le mentionne Laurent, nous devons aussi effectuer une critique des concepts qu'on utilise, principalement dans un certain nombre de domaines. Le domaine de l'efficience économique, qu'il ne faut pas confondre avec les résultats financiers, le domaine de la propriété de la terre et des titres de propriété, et le troisième domaine important, c'est celui des individus ou des collectifs et communautés dont ils font partie. Alors, on va essayer en quelques mots et très rapidement de préciser tout ce que cela signifie. Efficience économique et rentabilité financière. Il faut rappeler que la production paysanne produit toujours beaucoup plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire de richesses, de nouvelles richesses, par unité de surface, alors que les entreprises capitalistes qui travaillent sur de grandes surfaces en monoculture mécanisée, pour avoir recours à un retour sur investissement qui soit le plus élevé possible, produisent, elles, très peu de valeur ajoutée par hectare. Donc ce résultat économique, il se calcule sur la base de la valeur ajoutée qui a été créée, et c'est donc un indicateur qui concerne la société dans son ensemble, et pas seulement un acteur. La rentabilité financière, par contre, ça permet de mesurer les profits d'une entreprise. C'est donc absolument essentiel de différencier cette évaluation économique de cette évaluation financière, qui permet de vérifier à qui profite un projet. Et la rentabilité financière, elle ne permet pas non plus d'identifier des alliances possibles avec d'autres secteurs, alors que l'efficacité économique, si elle permet de voir que d'autres secteurs de la société auraient intérêt à avoir un meilleur développement, un développement plus stable de la paysannerie. Deuxième question, la propriété. Alors, il faut rappeler qu'on n'est jamais totalement ni vraiment propriétaire de la terre, même quand on a un titre de propriété. On ne possède qu'un certain nombre de droits, et d'autres personnes, des collectivités, la nation, possèdent aussi des droits différents sur la même parcelle de terre. Il est impossible de revenir ici en détail sur la genèse de cette confusion que Joseph Comby a décrit avec beaucoup de soin et d'humour. Joseph Comby, c'est quelqu'un qui était membre d'Acter et qui avait développé qui travaillait dans la revue Études foncières. Et je vous invite à consulter quelques articles que nous avons repris sur le site d'Acter, la www.acter.org. L'impossible propriété absolue, comment fabriquer la propriété, le droit de propriété de la déclaration des droits au code civil, par exemple, les avatars de la propriété. Donc, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes sur ce site, mais on ne peut pas ici rentrer dans le détail. Autre sujet d'intérêt, donc individus et collectifs ou communautés. Quels individus, quels hommes et quelles femmes, quels adultes ou quels enfants et quels collectifs doit-on prendre en compte? Est-ce que c'est la famille nucléaire? Est-ce que c'est la famille élargie? Est-ce que ce sont les communautés villageoises? Bon, tout ça, c'est extrêmement important quand on parle de donner des droits à ces collectivités, à ces communautés. Il faut savoir de quoi on parle. Alors tous ces éléments nous aident à mieux comprendre pourquoi les terres redistribuées par les réformes agraires se sont rapidement reconcentrées en général, et pourquoi les effets de ces réformes agraires sont souvent extrêmement peu durables. Les populations et leur environnement changent, des redistributions et des modifications dans les pratiques agricoles sont nécessaires au fur et à mesure que le temps passe, et le marché de droit sur la terre peut y contribuer. Mais sans régulation, ce marché contribue rapidement à une reconcentration des terres. Donc la solution, c'est pas d'interdire le marché, mais de le réguler. Et ce sont les producteurs organisés et non pas l'État qui doivent assurer cette régulation. L'expérience des pays européens, et en particulier l'expérience française, mais pas seulement, nous montre que les organisations paysannes peuvent assurer cette régulation.
avec les lois sur le fermage qui datent d'il y a à peu près 80 ans, hein, louer ou vendre un terrain n'est pas possible sans l'accord des organisations de producteurs d'une région. Hein, les producteurs ont donc à la fois des droits en tant que personne ou famille et en tant qu'habitants d'un territoire. L'ensemble de la société a aussi des droits, comme par exemple celui d'imposer des règles pour protéger la biodiversité, les cours d'eau, etc. Donc disposer d'un titre de propriété ne donne pas aux propriétaires tous les droits. Hein, et pour pouvoir continuer à exister dans le temps long, les petits et les moyens producteurs doivent avoir à la fois des droits individuels et des droits collectifs en tant que membres de ces différentes communautés. Le véritable défi, c'est donc de pouvoir construire des structures locales capables de défendre les intérêts des paysans et des communautés rurales sur le long terme. Les réformes agraires redistributives sont loin de toujours permettre cela. Hein, pour éviter une reconcentration du foncier qui les rendrait de nouveau nécessaires, il faut renforcer la capacité des citoyens à s'organiser, et ce n'est pas en faisant distribuer par l'État des titres de propriété au contenu trompeur que l'on ne va y parvenir. Hein, il faut donc reconnaître et renforcer les droits des différentes communautés aux différents niveaux, depuis la famille, en reconnaissant explicitement que celle-ci est formée d'hommes et de femmes, ce qui est souvent très loin d'être acquis, hein, jusqu'à la nation et au-delà même du monde. Hein, le développement de la démocratie et la préservation des écosystèmes et de notre planète ne peuvent être réels et durables qu'à cette condition. J'ai essayé d'être extrêmement bref et j'ai parlé vite, donc j'espère que je me suis quand même à peu près fait comprendre. De toute façon, je pourrais vous envoyer éventuellement le texte, qui est un résumé quasiment impossible, hein, que vous m'avez demandé là. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci, merci Michel, c'était impeccable. Donc vous avez tenu exactement une dizaine de minutes, hein. Donc merci, merci quand même pour ce rappel des grands enjeux de la question foncière, ce rappel des limites en fait des réformes agraires par le passé, telles qu'elles étaient conçues par le passé, cette mise à plat aussi de certains concepts. Ça me semble tout à fait important. Alors de l'Amérique latine, puisque vous avez surtout analysé les réformes agraires en Amérique latine, on va passer maintenant à un autre continent, à l'Afrique, hein, où là finalement l'Afrique n'a pas vraiment connu, à part certains pays comme l'Afrique du Sud, de réformes agraires redistributives. Et c'est d'autres types de politiques foncières qui ont été mises en place essentiellement à partir des années 90. Et donc je vais me tourner pour cela vers Priscilla Claes. Alors Priscilla, dans de nombreux contextes africains, la formalisation des droits fonciers est promue comme une solution miracle pour sécuriser l'accès à la terre des petits producteurs, attirer les investissements et stimuler le marché foncier et partant l'économie locale. Alors ces politiques sont largement soutenues et encouragées par les institutions internationales et les agences de coopération, ainsi que par certains acteurs privés. Alors quelles limites rencontrent finalement ces démarches, notamment pour les éleveurs, souvent marginalisés, sur lesquels vous avez notamment travaillé, et quelles pistes permettraient de mieux reconnaître et protéger leurs droits et leurs besoins euh, spécifiques? Alors à cela je souhaite aussi vous poser d'autres questions donc, qui abordent des thèmes sur lesquels vous avez travaillé. Donc parallèlement se développent les marchés actuellement les marchés du carbone et les investissements divers portés par le discours de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Mais derrière ces initiatives se profilent parfois de nouvelles formes d'accaparement vert qui fragilisent les droits fonciers locaux et menacent les moyens de subsistance des populations. Alors dans ce contexte, comment repenser les approches de sécurisation et de gouvernance foncière pour qu'elles reconnaissent réellement la diversité des usages, des pratiques et des droits liés à la terre? Et surtout, comment articuler finance carbone, justice sociale et protection des territoires de manière à soutenir plutôt qu'à fragiliser les communautés locales? Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laurent. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Et voilà. Alors, je rejoins Michel sur le fait que c'est un vrai défi d'aborder toutes ces questions en 10 minutes. Je vais voir si je m'en tire aussi bien. Donc, bonsoir à tous. Je voulais commencer par clarifier, comme l'a dit Laurent, que je parle ici d'une position avec une double casquette. Donc, je suis effectivement chercheuse à l'université de Coventry, où je suis professeure associée au Centre pour l'agroécologie, l'eau et la résilience.
et je pratique une forme particulière de recherche que j'appelle la recherche activiste, donc en anglais scholar activist ou chercheuse engagée. Je le souligne pour dire que à peu près toutes les questions sur lesquelles je travaille, c'est dans une perspective d'appui et de soutien aux mouvements sociaux, avec une approche de co-construction des questions même de recherche en partenariat avec certains mouvements avec lesquels je travaille. Donc ça, c'est une première casquette, ma casquette de chercheuse. La deuxième, comme vous l'avez dit, Laurent, donc je suis présidente de FIAN International, qui est un réseau international de défense du droit à l'alimentation, qui a été créé en 1986. Je suis membre de FIAN depuis les années 2000. J'ai commencé comme coordinatrice de la section belge de FIAN en 2003. Alors, FIAN, c'est une organisation qui, pour défendre le droit à l'alimentation, et ce sera important pour moi comme message à faire passer, défend justement l'accès des communautés locales à la terre. Et on a commencé vraiment ce travail de défense des communautés locales qui se font expulser parce que la terre est essentielle finalement à l'acquisition de moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire. Et donc, on a vu, si on regarde notre travail de cas sur les 30 dernières années, effectivement, une évolution des motifs pour lesquels on expulse les communautés, mais on voit là, je veux dire, un schéma qui continue de se réinventer, mais de perdurer. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette double casquette? Pour dire finalement que mon lien avec la problématique foncière a été essentiellement celui-là, c'est-à-dire d'appuyer de manière concrète des communautés qui se font expulser, d'une part, et puis de voir comment, vu que je suis anthropologue du droit, je peux accompagner les mouvements sociaux dans différentes enceintes internationales où sont négociés voilà, les normes qui vont renforcer justement les droits de ces communautés autour des questions foncières. Comment est-ce qu'on peut finalement faire évoluer le droit en étant davantage à l'écoute des revendications de ces mouvements sociaux, essentiellement mouvements paysans. Donc c'est à ce titre-là que j'ai participé à l'élaboration de cet instrument que vous avez mentionné, les gouvernances, les directives volontaires sur la gouvernance du foncier qui ont été adoptées en 2012 et aussi où j'ai appuyé des mouvements sociaux lors de l'élaboration de la Déclaration des droits des paysannes et paysans aux Nations Unies, qui a été adoptée en 2018. Alors, pourquoi je mentionne cet instrument international? C'est qu'aujourd'hui, si on regarde, on va avoir la suite de la conférence sur la réforme agraire et le développement en février en Colombie, 20 ans après la première conférence internationale. On est dans un contexte où, sur le plan juridique, sur le plan du droit international des droits humains, on a eu des développements normatifs très importants qui font qu'aujourd'hui, la terre est reconnue comme droit humain. Donc ça, c'était vraiment... En fait, j'ai réfléchi, si j'ai 10 minutes, c'est quoi le message que je veux faire passer? C'est qu'aujourd'hui, la terre est reconnue comme un droit humain. Alors, ça veut dire quoi? Peut-être en 5 points clés, ça veut dire qu'en droit international des droits humains aujourd'hui, la terre, c'est pas juste une marchandise. Pour certains, c'est un ensemble de droits, comme l'a dit Michel. C'est un commun. Bon, c'est en tout cas pas juste une marchandise, c'est-à-dire que, et c'est ça peut-être le point le plus important, le point 2, c'est que la terre doit jouer sa fonction sociale. Il s'agit de s'assurer qu'on utilise la terre pour remplir des besoins fondamentaux tels que le logement, l'alimentation, la lutte contre la pauvreté et de plus en plus, comme vous l'avez aussi souligné Laurent, des enjeux climatiques ou voilà, d'éviter la destruction environnementale. Alors une approche droit humain, ça veut aussi dire, et j'ai été très heureuse d'entendre Michel Merlet le souligner, ça veut dire une approche de droit non pas uniquement individuelle, mais aussi collective. Et là, je rebondis sur, pour moi, un aspect clé. Tous ces programmes de formalisation des droits fonciers qu'on a vu se déployer en Afrique voilà, avec l'appui de la Banque mondiale ou des donateurs internationaux, ont essayé finalement d'imposer dans ces contextes-là une approche inspirée voilà, du dogme occidental d'une propriété absolue sur le foncier conçue comme une marchandise voilà, échangeable,
sur laquelle on peut investir, spéculer, mais aussi vraiment conçue comme individualisée. Et c'est là qu'on voit des limites énormes par rapport à certains contextes dans lesquels on s'inscrit en Afrique. Alors, une approche droits humains, c'est aussi souligner que les États ont des obligations. Et donc, ça, ces instruments-là sont très clairs, c'est-à-dire que oui, on est face à une concentration de plus en plus importante des terres. Et c'est pour ça que je suis ravie que Zoé Gallet soit là ici. Je voulais aussi faire passer ce message que ce n'est plus uniquement un enjeu du Sud global. Et là, Zoé en parlera, mais je vois très clairement dans l'évolution du travail que FIAN a rempli depuis 30 ans, on a commencé dans une perspective uniquement solidarité avec des communautés sud. Aujourd'hui, le travail de FIAN est tout aussi important au nord et il y a des vrais enjeux de justice sociale et foncière au nord. Et donc, je suis ravie qu'on puisse avoir ce dialogue là aussi, nord-sud aujourd'hui. Et enfin, effectivement, on assiste à une nouvelle vague d'accaparement. Donc, je disais, pourquoi est-ce qu'on a eu un développement du droit international des droits humains sur ces questions? C'est qu'on on a fait face à des nouvelles menaces. Donc, si on voit pourquoi est-ce qu'on a développé les directives volontaires sur le foncier, la déclaration des droits des paysans, c'était juste après la crise alimentaire de 2007-2008 et l'énorme vague d'accaparement de terres qu'on a vu dans ces années-là. Et donc, c'est en réponse à ces nouvelles menaces qu'on a vu l'avancée de ces nouveaux droits. Et aujourd'hui, pour moi, on est avec la transition verte, la nouvelle vague qu'on voit d'extraction de minerais qui vont être nécessaires pour cette transition verte, mais aussi tous les nouveaux accaparements qui sont en cours autour des crédits carbone, et je peux en parler plus en détail. Donc, j'ai coécrit un rapport sur les accaparements liés au projet carbone sur le sol qui vise à complètement transformer la façon dont les pastoralistes en Afrique finalement pratiquent leur métier. On a aujourd'hui aussi avec tous les projets d'afforestation, reforestation sur des terres qui sont parfois pas du tout adaptées, une nouvelle vague d'accaparement qui vise au final à permettre à des classes aisées, de classes de super riches, de continuer leur style de vie sans qu'ils doivent voilà, y apporter des changements, alors qu'on va finalement imposer de nouveau une nouvelle vague d'expulsion ou de changements très importants à des communautés paysannes, autochtones ou pastorales. Donc pour moi, cette approche droits humains, ça permet de réfléchir collectivement et d'organiser peut-être un débat public sur comment s'assurer que la terre puisse remplir sa fonction sociale. Voilà. Alors, pour répondre plus directement à votre question, alors, par rapport à la formalisation des droits fonciers, eh bien, on a vu finalement l'imposition d'un modèle de marchandisation du foncier, de privatisation du foncier, de commoditisation du foncier, qui ne tient pas du tout compte de la relation beaucoup plus intime, ontologique que les gens ont avec leur environnement et la terre, qui ne tient pas compte du fait que la terre, c'est surtout le résultat d'une relation sociale entre des individus qui se négocient au niveau communautaire, au niveau villageois ou familial. Et là, Massa pourra en parler beaucoup mieux que moi. Et donc, cette imposition d'un système où la terre est vécue comme propriété absolue et individuelle, c'est catastrophique, notamment pour des pastoralistes qui ont besoin, par exemple, d'une mobilité qu'ils puissent utiliser de manière stratégique pour, surtout en période de changement climatique, continuer à pratiquer leur métier et leur subsistance. Et donc, si on divise, on quadrille, on vend des parcelles de terre et on oublie finalement que l'accès à la terre peut se négocier entre différentes catégories sociales à différentes périodes de l'année pour différents types d'usages dans une approche beaucoup plus flexible, là, on va finalement tout à fait droit dans le mur. Donc voilà, je ne sais pas où j'en suis au niveau temps, mais je suis contente de m'arrêter là et de passer la parole. Vous êtes sur mute, Laurent. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Donc, mon message principal, c'est finalement, pour ceux qui travaillent en anglais, on entend sans arrêt la parole land rights. Et moi, je voudrais que dorénavant, on dise right to land, parce que pour moi, la terre, c'est un droit humain, un droit humain, et il faut qu'on puisse réorganiser un débat public sur comment s'assurer que la terre joue sa fonction sociale. Voilà, je vais m'arrêter.
Un tout grand merci pour ce rappel qui est absolument, absolument central hein, sur finalement les multiples dimensions du foncier. Donc la terre, c'est pas seulement un espace qu'on s'approprie de manière individuelle. Donc la terre a de nombreuses fonctions et c'est important de le rappeler parce que ce rappel doit informer également les politiques publiques qui doivent être mises en place très concrètement d'une certaine manière. Alors, j'ai appris que Massa Koné était enfin parmi nous. Est-ce que vous m'entendez? Massa? Massa, est-ce que vous m'entendez? On ne vous voit pas. On ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Bon, le temps peut-être qu'on l'ait en ligne pour Alors, avancer. sinon, Parce que... Ah, moi, voilà, je voilà, c'est t'entends, parfait. moi, je Bonjour, t'entends et bonsoir. je t'entends, je te vois et mon caméra est aussi ouverte. Ah ben voilà, voilà. Donc bonsoir, bonsoir Massa. Donc je rappelle à tout le monde que vous êtes. D'ailleurs, je peux vous dire bonjour puisque vous êtes en Oui, pleine journée. bonjour. Donc vous êtes actuellement au Oui. Brésil hein, pour assister à la COP 30. Et donc on est vraiment très content que vous avez pu vous libérer parmi, j'imagine, de multiples activités là-bas sur place. Alors, je vais directement vous adresser plusieurs petites questions. Donc, Massakone, vous défendez depuis de nombreuses années les droits fonciers des communautés paysannes et autochtones au Mali et plus largement en Afrique de l'Ouest, hein. Oui. On ne t'entend plus, Laurent. Pourtant, ton micro a l'air ouvert. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Voilà. Voilà, voilà, maintenant on t'entend, sinon on ne t'entendait pas. Ah, ok. Selon vous, quels sont les principaux obstacles qui continuent d'entraver l'accès à la terre et au contrôle des communautés paysannes et autochtones en Afrique de l'Ouest? Alors, j'ai une deuxième petite question. Donc, face à la marginalisation et aux dynamiques d'accaparement foncier, quelle forme de résistance ou d'action collective ces communautés mettent-elles en œuvre en Afrique? Et à partir de ces expériences, quelles pistes ou stratégies vous semblent les plus prometteuses pour renforcer la défense des droits fonciers et construire une gouvernance de la terre plus juste, inclusive et durable? Voilà, je vous laisse la parole. Donc, Merci. vous avez 10 minutes, hein. Ok, ok, c'est très bien, merci. Je m'excuse d'abord de ne pas être là à 14h15 Il parce n'y a qu'on pas de était en souci. manif bateau, on est arrivé, il fallait courir à droite et à gauche, chercher à s'installer, donc ça m'a pris un peu de temps. Et Et merci quand même de m'avoir donné la parole, de pouvoir participer à cet espace pour parler un peu du foncier. Euh, D'abord, il y a une partie de la question que vous avez posée à Priscilla qui est très, très importante, que je dois éclaircir, concernant les formes de réformes agraires en Afrique. Il y a une petite histoire que tout le monde doit comprendre parce que en comprenant cette histoire, l'histoire du foncier en Afrique, vous comprenez aujourd'hui les enjeux et la lutte qui est organisée autour du foncier. Et l'histoire du foncier a battu 3 temps, comme Michel Merlin a essayé de ramasser un peu le foncier en Amérique latine. Et, et le foncier, la terre est liée à des communautés, à la culture, à toute une identité. Donc, depuis la nuit des temps. Ça, c'est une première histoire. On pouvait coloniser, on pouvait envahir les propriétaires des terres, mais on ne pouvait pas les arracher la propriété de leur zone de vie, d'existence. Donc, on appelle le droit coutumier. Et c'est un droit collectif. C'est un droit pour des familles, pour des tribus, mais pas pour des individus. Donc, avec l'arrivée de la colonisation a amené une autre forme de gouvernance foncière qu'on appelle l'immatriculation des terres. Quand la colonisation est arrivée,
il y a deux formes de colonisation. Il y a eu la colonisation arabe et par l'islamisation. Il y a eu la colonisation de plusieurs pays occidentaux pour faire de la commerce. Donc, il y a un autre régime, il y a une autre gouvernance foncière qui s'est installée. Mais notre différence avec l'Amérique latine, l'Afrique du Sud, est que les colonisateurs ont envahi des terres et ont été propriétaires des terres. Tel est différent dans les pays du Sahel, dans plusieurs parties de l'Afrique. Le colon, quand ils ont envahi, quand ils ont colonisé les terres, ils sont venus avec un système d'immatriculation des terres qu'on appelle les titres fonciers. Donc, là où le colon voulait investir, il immatriculait ses terres à son nom. Donc, le système d'immatriculation est parti de là. Et maintenant, qu'est-ce qui a été la forte pression autour de ça et la poussée de ça, même dans les indépendances, et nos grands-pères qui ont été des indépendantistes ont accepté les mêmes formes parce qu'il y a un intérêt derrière. Parce que les colons, avec leur arrivée, il y avait la richesse sous-sol, sur-sol et sol. Ça, c'est les trois dimensions du droit foncier. Le droit du sur-sol, ça, c'est la forêt, et les fleuves, tout. Les droits du sol, ça, c'est l'exploitation du sol. Et les droits du sous-sol, ça, c'est les richesses. Les richesses, l'or, le pétrole et tout. Donc, pour trouver l'équilibre, nos premiers indépendantistes, qui sont nos papas, qui se disent être là au nom du peuple, ont trahi le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un intérêt à la terre. Donc, immédiatement, ils ont continué avec le même système du colonisateur. Soit disant que la terre appartient à la nation, la terre appartient à l'État, c'est bleu, blanc ou bleu, c'est la même chose. Mais ils ne veulent pas nous dire que la terre n'appartient à aucune communauté parce qu'à l'indépendance, quand ils disent ça, tu es niqué. Non, ils disent que la terre appartient à la nation. Pour dire que non, ce n'est pas un bien à vendre. Mais derrière, ils avaient leur politique qui devrait continuer. Donc, c'est ce qui a amené la domanialisation dans toutes les régimes foncières de l'Afrique. La domanialisation, c'est quoi? La terre appartient à l'État. Pour être propriétaire de terre, ne parlait pas la langue, soit l'anglais, soit le français. Et tout était écrit en français et en anglais. Les gens, ils ne savaient pas ce qui était écrit dans la législation. Mais au fil du temps, que beaucoup d'enfants, au fil du temps que le développement de l'exploitation minière est arrivé, les gens se sont rendus compte qu'effectivement, c'est un vol, que la terre n'appartient plus aux communautés, que le droit coutumier. Or, nous sommes allés en indépendance pour la reconnaissance de ces droits coutumiers. Cela va vous faire comprendre pourquoi nous sommes à la résistance. Parce que ces terres-là, ce sont nos terres et ce sont les terres de nos ancêtres, de nos communautés. Mais nous nous sommes rendus compte, avec l'évolution du temps, avec la ruée sur les terres en Afrique, avec l'exploitation minière, avec l'exploitation des forêts, que la terre ne nous appartient pas. Mais les politiques ne nous ont jamais dit ça. Mais quand on s'est rendu compte que la terre ne nous appartient pas, donc ça a suscité beaucoup de temps pour aller voir dans les législations foncières. Et c'est là où nous sommes rendus compte que le droit coutumier n'est pas reconnu dans nos législations. N'est pas reconnu dans nos législations. Et donc, cela a choqué. Et à partir de ce choc, vous allez voir, puisque la terre n'était pas envahie par le colon ou par l'envahisseur qui l'a créé des milliers de kilomètres à son nom, comme en Amérique latine, donc la réforme agraire ne parle pas dans nos zones. Mais la reconnaissance des terres des communautés, notre réforme agraire, c'est la reconnaissance des communautés à leurs terres. Donc, il y a eu ce grand débat entre nous, au sein de la Via Campesina, au sein des grandes organisations. Je suis là, ils ont tous compris. Donc, nous avons expressément expliqué dans la lutte organisée mondiale qui est la Via Campesina, les MSC, qu'on n'a pas la même histoire. Donc, or, le foncier évolue avec l'histoire. Le foncier a toujours évolué avec l'histoire. Comme Priscilla l'a dit, la terre a une fonction sociale. Et cette fonction sociale des terres nourricières donc, est vue comme ça en Afrique. Mais la marchandisation est venue avec l'idée de la colonisation et qui a continué après la colonisation par les gouvernements. Les gouvernements, parce que le colon avec l'exploitation minière, le pétrole, l'or et tant, il est venu avec la marchandisation de la terre. Donc la terre a été mise dans l'économie de nos États. Et jusqu'à présent, parce qu'il y a des ministères par tous les pays, il y a les ministères de l'urbanisme, des ministères des domaines qui ont un budget annuel, qui doivent cumuler un budget annuel et qui doivent aller à la trésor public. Donc,
la terre est considérée comme une marchandise par nos gouvernements. Et c'est ainsi que beaucoup de réformes se sont organisées en Afrique. Donc, il y a eu l'engagement de la politique foncière. Avant d'aller aux directives volontaires, l'Union africaine a fait une directive volontaire, l'Union africaine. Je pousse les gens à les lire, qui est très, très progressiste, mais qui n'a pas marché. Pourquoi il n'a pas marché? Parce qu'il y a beaucoup de richesses et aucun État ne veut avoir une formule standard des terres. Donc, c'est pour ça que vraiment, nous, on a engagé la résistance, les organisations, les communautés, pour dire à nos gouvernements qu'il faut qu'il y ait une bonne politique foncière inclusive. C'est quoi? C'est la reconnaissance des communautés sur leurs terres. Et pour cette reconnaissance, cela m'amène pour des exemples concrets. L'exemple typique du Mali, parce que toute l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dans les politiques foncières, c'est progressiste. Et le Sénégal, la semaine passée, le gouvernement vient de commencer à examiner tout le travail des CRAF, mais je prends ce qui s'est fait au Mali. Donc, ce qui s'est fait au Mali, l'exemple, c'est quand tu regardes les régimes foncières, il y a les terres de l'État, les terres des collectivités territoriales et les terres des individus. Donc, nous sommes dans un système de domanialité. Et nous, on a dit non, il faut que les droits coutumiers soient reconnus. Pour reconnaître les droits coutumiers, il faut un quatrième régime, les terres des communautés. Parce que les terres coutumiers, c'est des terres des communautés, c'est des terres des familles. Or, quand tu regardes dans nos codes civils, il n'y a pas de propriété collective. Et c'est le combat qu'on a mis dans nos réformes, dans la réforme de nos politiques qui a été reconnue au Mali. Donc, on est allé dans la loi foncière agricole au Mali. Ces 4 régimes ont été reconnus et la loi a été passée. Mais par la force de lutte des communautés, des prisons, des humiliations. Et c'est le même système qu'on continue dans les autres pays pour que cette 4e régime qui reflète à la culture de la gouvernance foncière africaine soit reconnue. Ça, c'est la terre des communautés. Cela permet de miser sur le droit commun. Aller d'une propriété privée, parce que la propriété privée part de la marchandisation des terres. Mais quand on part à cette 4e régime, la reconnaissance des droits des communautés sur leur sol, on part à la reconnaissance du droit collectif. Le Mali l'a reconnu, d'autres pays sont en train de la Guinée, le Sénégal, tout le monde va emboîter les pas pour que cette reconnaissance maintenant donne un équilibre dans la litige qui est aujourd'hui entre la légitimité et la légalité. Parce que le droit coutumier, c'est la légitimité des communautés, comme les droits des autochtones, comme les droits des indigènes, ça c'est la légitimité. Mais le bout de papier que donne l'État, ça c'est la légalité, qui n'a pas de base juridique ni de base légitime. Donc la reconnaissance du 4e régime, qui est le droit des communautés sur leurs terres, reconnaître, légiférer sur cette droit dans nos législations, c'est cette lutte qu'on est en train de faire. Et cette résistance, il faut le faire parce que pourquoi? Notre malheur, c'est la richesse de nos sous-sols. Partout où on a de l'or, on a du carbone, on a de l'uranium, les peuples vont commencer à souffrir des guerres, de la misérabilité, parce que cette 4e régime n'est pas reconnu. Tant que cette 4e régime n'est pas reconnu, l'État se dit seul propriétaire de la terre. Donc c'est un vol. Donc de l'indépendance à nos jours, nos gouvernements ont trahi le peuple. Ils ont trahi le peuple par la naïveté du peuple parce que le droit était écrit à la langue du colonisateur et que le peuple, dans sa majorité, ne pouvait pas lire et ne pouvait pas comprendre ce qui est à l'intérieur du droit. Donc, je m'arrête là, je pense que j'ai épuisé mes 10 minutes. Et tu m'excuses, je n'ai pas allé à d'autres questions parce que cette partie était il fallait l'éclaircir pour que les gens comprennent dans notre lutte foncière. Un tout grand merci, Massa. Merci pour ce rappel historique hein, qui montre bien que la structure, les politiques foncières, en tout cas que ce soit en Afrique et même sur d'autres continents, euh, finalement se sont centrées autour du droit de propriété, de droit de propriété privée qui sont des concepts purement occidentaux, qui est un concept purement occidental et qui montre un peu que son application à l'Afrique est une forme d'imposition néocoloniale, finalement. Et qui montre aussi que l'un des enjeux centraux actuellement lorsqu'il s'agit de questions foncières, en Afrique, c'est la reconnaissance
la reconnaissance des droits collectifs. Et donc, de l'Afrique, on va un peu élargir notre regard, hein. Comme le disait Priscilla, il est important, il est important de prendre conscience que les enjeux fonciers ne se limitent pas au sud, hein, mais sont très présents, très présents également dans le nord, y compris en Belgique. Donc je vais me tourner vers Zoé Gallet. Donc Zoé, en Belgique et plus largement en Europe, l'accès à la terre pour l'agriculture paysanne reste fortement euh, contre- contrainte par la concentration foncière, la spéculation et la pression du marché immobilier. À cela s'ajoute le départ à la retraite de nombreux agriculteurs et agricultrices sans solution de remplacement. Alors, selon vous, quelles réformes agraires ou dispositifs de gouvernance foncière pourraient être envisagés pour faciliter un accès équitable à la terre dans de telles conditions? Alors, je sais que Terre en vue y travaille, et donc c'est l'occasion un peu de présenter votre action. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laurent. Moi, je suis juriste de formation, donc je suis vraiment ravie de vous rejoindre ce soir et d'entendre voilà, tout ce qui se passe aussi ailleurs, même si j'étais bien consciente, mais c'est vraiment intéressant de se focaliser vraiment sur la question de la réforme agraire. Je suis une des cofondatrices de Terre en Vue. Terre en Vue est née en 2012, donc effectivement en Belgique et se concentre principalement sur l'action en Wallonie. J'étais aussi très heureuse d'entendre Michel parler aussi de la France et je vais rebondir sur tout ce qui a déjà été dit. Parce que Terre en Vue fait aussi partie d'un réseau européen qui s'appelle Access to Land, dont fait partie Terre de Liens qui fonctionne, dont on s'est largement inspiré pour fonder Terre en Vue. Alors Terre en Vue, c'est une coopérative qui a été initiée par des agriculteurs et des citoyens et citoyennes et des associations fondatrices, notamment FIAL, pour justement prendre à bras le corps cette question d'accès à la terre, parce que chez nous, les terres deviennent de plus en plus chères et donc même via la propriété privée, ça devient impossible pour les agriculteurs de les acheter eux-mêmes pour pouvoir la cultiver tout simplement. Donc voilà, pour vous donner une idée, en Belgique, on atteint aujourd'hui une moyenne de 39 000 euros l'hectare et avec des variantes très grandes, donc parfois dans certaines régions jusqu'à 80 ou 100 000 euros par hectare. Et donc ce sont des chiffres qui n'ont rien à voir avec la production agricole qu'on peut développer sur ces terres. Donc, accéder à la terre aujourd'hui devient de plus en plus compliqué. Soit on essaye d'acheter les terres, et donc les agriculteurs doivent s'endetter lourdement pour pouvoir acheter les terres. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, si on crée une alliance entre les agriculteurs et les citoyens et citoyennes, les citoyens mettent leur épargne à disposition et avec cet argent, on achète les terres via la coopérative Terre en Vue. On en fait un bien commun et on sort de cette conception de propriété privée. Et finalement, on les loue aux agriculteurs, on les assure de pouvoir utiliser cette terre jusqu'à la fin de leur carrière et même de pouvoir continuer après la carrière, donc quand il y a un repreneur de la ferme, qu'on puisse poursuivre l'activité, évidemment, toujours pour que ces terres soient toujours là pour nous nourrir. Parce que c'est un des facteurs qui influence le plus le prix du foncier, c'est vraiment l'usage de la terre. On a parlé d'urbanisation, mais il y a même aussi au sein même du secteur agricole, on a parlé de l'énergie. Voilà, c'est aussi un nouvel usage du sol qui met une pression sur le prix des terres. Produire du photovoltaïque ou de l'éolien sur les terres agricoles, en fait, est beaucoup plus rentable aujourd'hui que de produire de l'alimentation. Et donc, ça met une pression de plus en plus accrue sur les terres et donc ça fait s'envoler les prix. Alors, au contraire de la France, en Belgique, nous n'avons pas du tout de régulation du marché. Je trouvais ça très intéressant aussi que Michel insiste là-dessus. Une réforme agraire doit aller avec, en fait, un encadrement, une régulation du marché acquisitif. Alors, on a comme en France une régulation du marché locatif. Donc, ça veut dire que quand on loue une terre, on doit respecter, on est censé respecter, parce que de nombreux propriétaires détournent cette loi, la loi sur le bail à ferme.
les lois sur le bail à ferme qui donnent 3 sécurités à l'agriculteur locataire. Une sécurité sur la durée, donc il peut normalement utiliser la terre à très long terme, 27 ans, voire toute sa carrière. Il est sécurisé aussi au niveau du loyer, puisqu'il ne doit payer qu'un montant qui est fixé par la loi et qui est déterminé en fonction justement de l'évolution des revenus agricoles. Donc, pour vous donner une idée qui permet de comparer avec les 39 000 € l'hectare que je suggérais tout à l'heure, le bail à ferme, on est aux alentours de 200, 250, 300 € par hectare par an. C'est ça que l'agriculteur est censé payer à la location. Et donc, on voit évidemment que les deux marchés, le marché acquisitif d'un côté et le marché locatif, en fait, ne sont plus réconciliables, de moins en moins réconciliables. Parce que d'un côté, le marché locatif est très régulé et de l'autre côté, le marché acquisitif ne l'est pas du tout. Et donc, nous, en tant qu'organisme de soutien à l'accès à la terre, on milite pour essayer de mettre en place ce qui existe justement en France et qui permet, dans une certaine mesure, il y a aussi des menaces, mais dans une certaine mesure, de garder un prix plus accessible pour les agriculteurs et aussi surtout de garder la terre aux mains des agriculteurs. C'est ce qu'on appelle le droit de préemption avec révision des prix. Alors, le droit de préemption, c'est ce qui permet à la SAFER, c'est un organisme d'État, donc un organisme public, mais quand même avec une certaine autonomie et qui est principalement aux mains des syndicats agricoles, mais voilà, aussi même plus largement selon les régions. Et donc, la SAFER peut, dans le cas d'une vente, se prononcer et en fait prendre la place de l'acheteur avec une révision du prix en disant, voilà, finalement, c'est en fonction du projet agricole, en fonction du prix, peut décider de reprendre la main sur la terre agricole et puis de la réattribuer aux agriculteurs selon des critères. On préférait par exemple privilégier les jeunes, privilégier un certain type d'agriculture. Et donc, quand une SAFER fonctionne bien, ça permet en fait aux communautés, aux collectivités de décider selon les critères, de voir à qui on veut réattribuer la terre. Donc, c'est une sorte de réforme agraire, mais qui est faite au niveau très local, parce que les SAFER sont instituées par région. Et donc, ça permet vraiment aux agriculteurs de garder la main quelque part. Alors, c'est un modèle qui nous inspire beaucoup et on essaye de le tester un petit peu en fait sur le terrain. Nous déjà, à travers des collaborations avec les communes, les CPS, les fabriques d'églises qui possèdent beaucoup de terres en Wallonie, de voir comment est-ce qu'on peut mieux réattribuer les terres. Mais c'est un modèle qui est aussi menacé malheureusement, notamment principalement parce que tu viens de souligner, Laurent, c'est le fait qu'évidemment il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc, bien sûr, pour développer un système agroécologique et une vision pour notre agriculture qui nourrisse les gens localement, il faut d'abord et avant tout avoir des agriculteurs. Donc, par rapport évidemment à l'Amérique latine et l'Afrique, nous en Europe, on n'a plus que 1% de notre population qui se lance dans le métier de la production de nourriture. Donc, ça pose énormément de questions, évidemment. Et il y a trop peu de soutien aux jeunes et à la reprise des fermes. Donc, pour être plus précise sur les chiffres, aujourd'hui en Wallonie, sur la totalité des fermes, il n'y en a qu'1 sur 5 qui a un repreneur ou une repreneuse identifiée. 4 sur 5 donc vont sans doute disparaître, ces fermes ne seront pas reprises et donc vont aller à l'agrandissement des fermes. Donc on va avoir de plus en plus de concentration, une concentration foncière de plus en plus importante. Et voilà, les terres sont tellement chères et les fermes sont tellement difficiles à reprendre que ça devient vraiment compliqué. Et donc, même si on a un mécanisme de droit de préemption, etc., si évidemment on n'a pas d'agriculteurs et d'agricultrices pour cultiver les terres, ça pose question. Et puis, il y a une autre menace qui est la financiarisation de l'agriculture. Donc, aujourd'hui, en Europe, mais ça, je crois que c'est un peu partout dans le monde, malheureusement, on va de plus en plus vers une agriculture de firme, donc chez nous aussi. Et donc, on dépossède aussi les agriculteurs de leurs terres, finalement. Ce sont les entreprises et l'agro-industrie qui possèdent de plus en plus les terres et qui parfois même fait des prêts aux agriculteurs qui sont encore un petit peu autonomes. On croyait encore autonomes et en fait, non, ils sont liés par des contrats avec l'industrie qui font qu'ils peuvent encore acheter quelques terres. Mais en fait, c'est du donnant-donnant, évidemment, c'est pieds et poings liés avec l'industrie qui le font. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu. Alors j'avais aussi envie d'encore un dernier petit clin d'œil à Massa Komé parce que
en Belgique, en fait, on avait aussi un certain droit coutumier, si on peut dire. En tout cas, on avait une certaine législation qui permettait aux collectivités d'avoir accès à certaines terres pour nourrir les gens dans les villages. Et ça s'appelait les SAR communaux. C'est une législation qui existe encore un tout petit peu, qui a été fort oubliée. Mais voilà, ce serait quelque chose, je pense aussi, qui devrait être réactualisé parce que c'était l'idée que personne ne pouvait mourir de faim et qu'on devait pouvoir accéder à certaines terres collectives qui pouvaient nourrir le village, tout simplement. Donc voilà, ça existe aussi en Europe. Voilà, pour le partage des valeurs. Ben, merci pour ça et évidemment, je suis disponible pour répondre aux questions. On t'entend pas, Laurent, parce que tu n'as pas remis ton micro. Merci beaucoup, Zoé, pour cet intéressant exposé en fait, qui aborde aussi certaines pistes concrètes pour améliorer l'accès à la terre et surtout qui montre qu'on peut réactiver des mécanismes anciens. Et ça, c'est vraiment intéressant dans ce sens. Donc, ils ne tiennent pas uniquement à la propriété privée ou au contrat de location, de bail classique. Alors j'aurais une question avant d'en venir, parce que j'ai plusieurs questions qui ont été posées par la salle à chacun et chacune d'entre vous. Mais avant d'aborder ces questions, j'aimerais que vous réagissiez, que vous répondiez à une question qui me semble un peu fondamentale, parce que c'est une question qui concerne la moitié de l'humanité et des personnes qui en particulier, tiennent sur leurs épaules, en particulier dans le sud, plus de la moitié des exploitations agricoles. Or, au sud, les femmes, et peut-être aussi au nord, les femmes sont confrontées à de nombreux obstacles pour accéder à la terre et participer aux décisions foncières. Alors qu'on le sait, par exemple en Afrique, entre 50 et 60% de la main-d'œuvre rurale, ce sont essentiellement des femmes. Donc elles portent elles seules les exploitations paysannes. Leur travail est souvent invisibilisé, y compris dans leurs statistiques. Alors ce que je voulais vous poser comme question, c'est quelles mesures pourraient renforcer leur rôle et garantir un accès à la terre réellement égalitaire et inclusif pour les femmes. Donc j'espère, enfin, je vais vous amener à chacun intervenir sur sur cette question. Je vois que Massa a levé la main. Massa, on t'écoute, comme on n'a plus beaucoup de temps, donc voilà, je vous laisse 2 minutes pour y répondre. Euh, je t'écoute, Massa. Bon, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Oui, oui. Non, oui, question des femmes, parce que je voulais venir sur les questions des femmes, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, notre droit coutumier qui exclut complètement les femmes du foncier, c'est dit à l'histoire que cela est arrivé. Donc, mais comment le changer? Dans le changement, dans les différentes réformes agraires qu'on a engagées maintenant, nous avons mis les femmes en avant dans ces réformes agraires. Donc, les femmes, vu aujourd'hui que le monde a changé, autrefois, c'était des guerres, c'était des tribalismes, c'était l'esclavage. Donc, la femme était jugée à protection. Mais aujourd'hui, pas aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, et moi, je dirais même 60% de la main-d'œuvre de l'agriculture, en tant que paysan, je le dis, en tant que, je suis juriste de formation, mais paysan, je suis juriste de formation, mais paysan de profession. Donc, c'est 60% de la main-d'œuvre aujourd'hui, c'est les femmes. Un. De deux, quand tu regardes la culture de l'agriculture en Afrique, les femmes sont les détenteurs de cette histoire, les détenteurs des semences et les sélectionnaires des semis. Donc, cela leur donne un certain avantage et une certaine considération aujourd'hui dans le monde moderne. C'est ce qui fait que dans les réformes agraires qui ont été engagées, donc nous avons tout fait pour défendre nos mamans, parce que pourquoi défendre nos mamans?
Parce que la plupart des bonnes terres, pour le bon entretien de la terre, ça, c'est les mamans qui le font. L'agroécologie, c'est les femmes qui le font. Une bonne agroécologie, c'est les femmes qui le font. Donc, et les bonnes sélections, raison pour laquelle nous avons engagé ça dans nos discussions foncières. Et dans les discussions des politiques foncières, quand on a engagé, effectivement, dans plusieurs pays, ça a évolué. Je prends l'exemple du Mali, où les villages aujourd'hui ont le pouvoir de gérer leurs fonciers parce qu'on a pu expulser les prédateurs du foncier par les titres de propriété privée, qui est la marchandisation de nos terres, qui entraîne toutes sortes de spéculations foncières, mais qui reste toujours dans la législation foncière. Mais dans les villages, c'est une commission foncière villageoise qui doit gérer les terres agricoles. Et là, nous avons exigé, la loi exige la présence de la femme dans cette commission. Donc, parce que les gens accèdent des femmes à la terre. Nous, on a dit clairement, ce n'est pas en donnant la terre à la femme que la terre est sécurisée. Il faut que la femme participe à l'espace de décision d'attribution des terres. C'est là où la carte se joue. Dans les commissions d'attribution des terres, tant que la femme ne siège pas, dans la commission d'attribution des terres, son accès à la terre n'est pas sécurisé. Le pourcentage n'est pas sécurisé. La marginalisation est faite dans les débats d'attribution des terres. Donc, la commission exige la présence des femmes dans la commission d'attribution des terres villageoises. 1. 2. Dans la vente des terres, la commission exige un document qu'on appelle le document d'accord de la famille. Ce n'est pas le chef de famille seulement qui peut vendre la terre. Il faut un conseil de famille dont la voix de la femme libre et éclairée doit ressortir dans ce document de PV d'acceptation des ventes. Le troisième, ça c'est la loi exige au gouvernement 15% dans tous les aménagements des terres agricoles. 15% dans tous les aménagements des terres. C'est petit, c'est timide. C'est pas beaucoup, hein. On n'a pas gagné, hein. Mais c'est un pas. C'est un pas qu'on vient de faire. Que la femme puisse siéger dans les commissions d'attribution des terres villageoises, que la femme puisse donner son accord à la vente des terres, que la femme puisse obtenir une part, 15% des terres aménagées et compétir dans les 75% avec les autres pour obtenir des terres, c'est un pas. Parce qu'il faut faire évoluer les esprits. Parce que socialement, droit coutumier, la femme a été un peu mise de côté pour l'obtention de la terre. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux politiques et la lutte des mouvements sociaux, c'est la lutte des mouvements sociaux, hein, c'est pas parce que les vieux ont accepté, les vieux n'ont pas accepté. Mais nous sommes les futurs vieux. Aujourd'hui, nous sommes indispensables dans nos villages et dans nos pays. Nous avons une force indispensable. Et c'est cette force aujourd'hui qui fait pression sur ses papas, pression sur les coutumes. Parce que la loi a beau mis en égalité les femmes et les hommes, ils sont marginalisés à la donation. Mais si on arrive à faire évoluer les justes et coutumes, évoluer la mentalité dans les communautés, c'est là où on peut gagner. Donc, toute notre force doit aller vers les communautés, vers les traditionnels, pour un peu évoluer. Sinon, les lois ont beau changer, la femme est marginalisée dans les villages, dans les communautés. Merci, c'est ce point que je voulais ajouter. Oui, merci pour cet important ajout. Priscilla, vous vouliez intervenir également sur cette question? Oui, je peux rajouter un peu. Je suis largement d'accord avec ce qu'a dit Massa, hein. Donc, moi, je coordonne un projet de recherche depuis 5 ans avec des organisations paysannes au Mali, en Guinée, au Kenya et en Tanzanie. En Tanzanie, ce sont des femmes pastoralistes Maasai, mais dans les 3 autres pays, ce sont des collectifs de femmes paysannes. Et on a travaillé justement cette question de la tension entre terres communautaires et droits des femmes sur le foncier. Alors, la première chose qu'on a remarqué, effectivement, c'est que la grande majorité des projets qui s'occupent de femmes et fonciers le font avec une approche droit individuel, privatif, etc., qui va finalement mener à un démantèlement des terres communautaires que nous, on trouve très important de protéger. Le mécanisme collectif et la terre communautaire, c'est quand même le meilleur rempart contre l'accaparement. Parce que si on commence à diviser des terres communautaires et villageoises, c'est beaucoup plus facile finalement de les vendre et de les faire disparaître. Donc, pour moi, mon premier message, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois maintenir cet aspect collectif et en même temps, comme l'a dit Massa, démocratiser au niveau de la gouvernance
pour qu'aujourd'hui, les femmes qui sont exclues pour l'instant des instances de gouvernance puissent avoir leur mot à dire. Mais pour moi, la solution n'est pas de privatiser et distribuer aux femmes des parcelles individuelles. Je pense qu'il faut sortir de cette approche binaire qui oppose l'un et l'autre. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. L'autre chose, c'est que les femmes, ce sont des actrices aussi qui défendent les terres communautaires. Il ne faut pas uniquement voir les femmes comme des victimes, ce sont des agentes à part entière de la lutte pour la protection des terres communautaires et villageoises. Et donc, ça, je pense que c'est aussi important de le souligner. Je regarde un petit peu mes notes. On voit aussi beaucoup de projets de développement qui restent ancrés dans une approche un peu d'empowerment des femmes. Hein. Donc, c'est non seulement on leur donne des titres individuels, mais après, on va les capaciter, comme si finalement le patriarcat, c'était uniquement un problème de capacitation des femmes. Non, pour moi, il faut justement ouvrir des espaces de dialogue dans la famille, comme l'a dit Massa, s'il y a une terre à vendre, un animal à vendre, qui décide, comment s'assurer que les différentes parties prenantes puissent avoir leur mot à dire. Ça, c'est aussi très important et c'est un dialogue qu'il faut avoir avec les hommes. La terre, c'est un pouvoir. Donc, gérer la terre, quand on discute des questions de terre, que ce soit au niveau familial ou au niveau village ou communautaire, ce sont des enjeux de pouvoir. Et ça, il faut pouvoir en parler très clairement. Les hommes ont parfois peur de céder ce pouvoir, tout simplement. Ça, il faut aussi le dire. Une autre question qui manque pour moi dans les approches, si on regarde un peu tous les programmes de femmes et fonciers, c'est la composante un peu décolonisatrice, c'est-à-dire il y a des terres aujourd'hui qui ont été appropriées pendant la colonisation et qu'il faut restituer, notamment aux peuples autochtones, y compris en Afrique. Hein. Moi, je travaille avec des Maasai en Tanzanie. Ce sont des terres qui ont été accaparées pendant la colonisation et que eux revendiquent aujourd'hui. On ne parle pas assez non plus des violences faites aux femmes. La question des violences faites aux femmes, c'est aussi un obstacle à leur participation à la gouvernance foncière. Donc, toutes ces questions-là sont à traiter, je pense, voilà, de manière conjointe. Et alors, moi, je suis une fan du droit, mais le droit rentre difficilement dans la sphère domestique. Et donc là, c'est un peu la dernière frontière, c'est-à-dire qu'est-ce qui se décide au niveau de la famille. Alors, je peux aussi partager pour ceux qui ça intéresse. Donc, de nouveau, j'ai consacré 6 ans de ma vie à soutenir le processus d'élaboration d'une déclaration des droits des paysannes et des paysans. Mais même ce texte-là, qui est assez progressiste, ne va pas assez loin, c'est-à-dire que même ce texte-là ne reconnaît pas le droit des femmes à hériter des terres, parce que si on regarde même la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce texte est encore ancré dans une forme de conception assez patriarcale du droit, et donc c'est encore une autre frontière, tout ce qui est héritage. Mes partenaires en Guinée m'ont donné des cas aussi de femmes qui ne peuvent même pas acheter une terre, même si elles ont de l'argent, ce sont des businesswomen accomplies, ne peuvent pas acheter une terre sans l'accord d'un mari ou d'un équivalent masculin. Donc voilà, il y a encore du travail à faire, mais comme l'a dit Massa, pour moi c'est vraiment important d'avancer finalement en parallèle dans la défense et la protection des terres communautaires et dans cette démocratisation des instances de gouvernance pour ne pas opposer de manière un peu binaire et simpliste, voilà, droits coutumiers qui sont toujours oppressifs et toujours négatifs et droits des femmes qui sont toujours progressistes. Moi, je trouve aussi que les droits coutumiers offrent aussi un modèle en termes de flexibilité dont on doit pouvoir s'inspirer, c'est-à-dire que ce sont quand même des systèmes qui sont performants dans le sens où ils permettent de réguler et s'assurer que tout le monde a accès d'une manière que le marché ne permet pas toujours si bien de garantir. Donc voilà, je trouve qu'il faut pouvoir aborder toutes ces questions de manière un petit peu ouverte. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Un tout grand merci. Alors, on a reçu pas mal de questions. Un peu trop d'ailleurs, parce que là,
on n'aura plus qu'un quart d'heure. Alors je vais essayer de distribuer la parole de manière équitable à partir de cette question. Donc, il y en a que je vais devoir, que je vais pas pouvoir poser vu le temps qui m'est imparti. Et donc là, je reprends une question que je vais poser à Michel Merlet. Donc, il y a une personne qui assiste à ce webinaire qui pose la question, quelle réforme agraire est la plus adaptée pour les petits paysans, notamment dans les pays en développement, dans un contexte mondial marqué par des questions brûlantes comme le réchauffement climatique? Donc, je vais vous demander d'y répondre assez brièvement, comme ça on pourra aborder les autres questions. C'est impossible de répondre à cette question en 2 mots. Ça dépend du pays, ça dépend de l'histoire, ça dépend de la législation qui existe, ça dépend des types de production qui sont en place. Si vous n'avez pas du tout faire les mêmes types d'opérations dans la forêt amazonienne ou bien dans le Sahel, par exemple, parce qu'il y a des tas de choses qui sont complètement différentes. Hein, donc je pense qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Il faut étudier chaque situation en détail, voir ce qui a déjà été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Hein, et puis après, le problème, c'est pas de faire la réforme agraire, c'est de savoir qui s'organise pour pouvoir changer des choses dans la durée. Hein, et donc moi je pense qu'il faut être extrêmement, c'est ce que je disais, il faut être extrêmement critique vis-à-vis des réformes agraires faites par l'État. Hein, ça peut être en fonction de l'intérêt des gens qui dominent le pouvoir à cette époque-là, quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'objectif annoncé de redistribuer des terres. Hein, donc soyons extrêmement prudents, et de toute façon, si les participants, si les bénéficiaires sont pas directement des acteurs pour pouvoir assurer que ça puisse continuer, ça n'a aucune chance de fonctionner sur le moyen terme. Un tout grand merci Michel. Alors il y a une question qui me semble essentielle, hein, et que je souhaiterais poser alternativement à, à Massa, à Priscilla et à Zoé, euh, qui est la question du bilan des directives volontaires de la FAE. Donc, quel est le bilan finalement, après 15 ans, des directives volontaires de la FAO? Les accaparements ont-ils ralenti? Les organisations paysannes ne regrettent-elles pas d'avoir cautionné cette approche euh, par le haut? Euh, donc, je vous demande d'y répondre très brièvement. Massa? Oui, oui, la question vraiment est très pertinente. Hein. C'est une question très pertinente. La FAO vient de m'interviewer il n'y a même pas 2 semaines parce que je n'ai pas pu aller au CSA sur la même question, le bilan des directives volontaires de la FAO. Pour évaluer les bilans des directives volontaires de la FAO, les premiers indicateurs pour l'évaluer, ça c'est le bilan qui part sur les politiques foncières. Quels sont les différents pays qui ont engagé les politiques foncières, surtout en Afrique de l'Ouest? Oui, la majorité des pays ont engagé des politiques foncières en se basant sur les directives volontaires. Ça, c'est un pas d'abord. Que les directives qui n'est pas contraignant puissent contraindre les États à enclencher une nouvelle politique foncière. Ça veut dire que les États ont pris conscience qu'il faut vraiment revoir la gouvernance foncière. Presque les 90% des États de l'Ouest africaine dans le Sahel ont engagé des politiques foncières. Ça, c'est un. Maintenant, quand on l'évalue en termes quel a été l'effet des directives volontaires sur l'accaparement des terres, bon, moi je dirais que cela est biaisé. Cela est biaisé au jour d'aujourd'hui. Les politiques foncières et l'offensive foncière par les différentes organisations, les différents mouvements qui sont organisés ont été beaucoup permanents à bloquer l'accaparement des terres. Mais quand on l'évalue, effectivement, il y a une nette diminution dans ces 4 dernières années. C'est dû à quoi? C'est dû à une indignation du peuple qui se monte dans le Sahel. Vous allez voir, le Sahel est en pleine tourmente. Les gouvernements ont peur maintenant d'expulser plusieurs villages pour faire des exploitations minières. Ils font beaucoup attention. Donc, c'est le contexte, vraiment, c'est le contexte politique qui a diminué l'accaparement des terres dans le Sahel. Sinon,
Et les directives volontaires ont été positives. Effectivement, ils ont été positifs en termes de catalysation des politiques foncières dans les différents pays et en termes de prise de conscience des communautés, surtout par le CLIP. Le CLIP qui a été plusieurs fois enseigné qu'est-ce qui se passe? Activé. Donc, le CLIP qui a été plusieurs fois enseigné, les différents passages des directives volontaires qui donnent un certain poids aux communautés, la déclaration paysanne aussi, qui a donné un certain éveil de conscience aux communautés, vraiment en juillet en termes de résistance des communautés face à l'hold-up, au vol des gouvernements de nos terres. Ça, quand même, moi, je pense que quelqu'un a posé une question que je profite pour. Quelle réforme agraire ou pour qui? Si le peuple, par son engagement, par sa résistance, arrive à faire changer la loi, c'est ce qui est bon pour le peuple. Mais si c'est un gouvernement qui fait une réforme agraire, ils le font à sa profit, à sa trésor public. Seul le peuple peut donner un bon... Mali, le peuple a activement participé, et au Sénégal, le peuple a activement participé, en Guinée, le peuple est en train de participer, ainsi de suite. C'est ce qui peut donner une réforme équitable. Tellement du côté du peuple, mais une réforme un peu équitable pour la marche des peuples vers une autonomisation complète de leurs terres face aux prédateurs gouvernementaux qui sont tous... Ah, merci. Merci, Massa. On vous entendait plus. On vous entend plus. Donc, voilà, donc je vais peut-être passer la parole à Zoé sur cette question des directives volontaires, parce on s'imagine qu'elles sont réservées au Sud, et on pourrait se demander quel impact ont eu ces directives volontaires au Nord. Euh, voilà, ça reste une question mystérieuse pour Oui, moi. je laisserai Priscilla me compléter, mais moi, ce que je voulais dire par rapport aux directives, ben oui, on les a, voilà, on les a soutenues, mais tous les États européens ne les ont pas signées. Donc, je serais ravie de avoir un rappel aussi sur qui sont exactement les signataires. Moi, je voulais en profiter pour rappeler aussi que les politiques commerciales, agricoles, en fait, ont un impact aussi direct sur le foncier, notamment en Europe. La politique agricole, donc la PAC, a un impact direct sur le foncier parce qu'en fait, plus on a d'hectares, ça a changé. Hein, à un moment donné, ils ont découplé de la production, et donc c'est en fonction de l'hectare qu'on reçoit des primes. Donc, plus on a d'hectares, plus on a de primes. Et donc, ça influence aussi évidemment l'accès à la terre et la course à l'hectare. Donc, c'est quelque chose que je trouve important parce que quand Michel Merlet dit il faut que la réforme agraire soit bien reprise par les communautés, je pense aussi que c'est vraiment essentiel. Mais en même temps, évidemment, ça va avec un régime juridique qui doit aller dans la direction qu'on veut lui donner. Et notamment, la PAC aujourd'hui est un frein clairement à une redistribution des terres en Europe. Ça, c'est évident, telle qu'elle est aujourd'hui. Et alors, je voulais juste rebondir aussi sur une question qui avait été posée par le public, qui était de savoir comment est-ce qu'on peut attirer plus de jeunes dans le milieu agricole. Je pense que c'est vraiment essentiel comme question, en tout cas en Europe. Et je pense que là, il y a aussi des mentalités qui doivent s'ouvrir sur les jeunes non issus du milieu agricole. Donc aujourd'hui, tout le droit agricole est fait pour des familles agricoles. Il y a plein d'avantages fiscaux, etc., en tout cas en Wallonie, qui sont mis en place. Le bail à ferme aussi avantage les enfants d'agriculteurs en ligne directe. Et donc, ça veut dire que quand on n'est pas issu du milieu agricole, c'est extrêmement difficile de se lancer en agriculture. Et donc, je pense que voilà, d'abord, il faut aussi lever certaines barrières à ce niveau-là pour pouvoir encourager au moins ceux qui ont la vocation, parce que le métier aussi, évidemment, doit être un peu redoré. Voilà, c'était les deux incursions que je me permets de faire, mais je laisse Priscilla compléter sur la question des directives. Mhm. Et alors, juste avant, il y avait une question mais que je ne retrouve pas, qui avait été formulée à Priscilla. Euh, voilà, donc la question, donc,
une question qui a été formulée pour Priscilla. Donc, avant de répondre à cette question sur les directives volontaires, hein, donc, outre les directives volontaires, la déclaration des droits des paysans qui n'ont pas un caractère obligatoire, comment l'accès à la terre pourrait être un droit humain sous l'angle juridique? Faire de la terre un droit humain de type soft law, n'est-ce pas un chemin dépourvu d'efficacité et d'effectivité? Voilà, donc je la laisse répondre dans les 5 dernières minutes qui restent à cette question. Merci. Alors, il y a beaucoup de débats aujourd'hui hein, sur soft law versus droit contraignant. Alors, j'ai vu certaines personnes dans le chat rêver d'un monde où on pourrait effectivement contraindre les traités commerciaux et les traités d'investissement à respecter les droits humains. C'est effectivement ce sur quoi je travaille depuis des années. Mais effectivement, ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Par contre, voilà, on peut quand même souligner que les directives volontaires qui émanent encore d'un monde où il y a un multilatéralisme vivant, d'une enceinte, le Comité sécurité alimentaire, où il y a une excellente participation de la société civile et des mouvements sociaux. Alors, je suis d'accord avec Denis Pommier qui décrit cet instrument comme voilà, un instrument un petit peu top-down. C'est vrai que le document lui-même est très long. Voilà, c'est issu de négociations diplomatiques, c'est vrai. Mais par ailleurs, il a quand même été élaboré dans un contexte voilà, où il y a des négociations qui sont quand même plus participatives que dans beaucoup d'autres enceintes. Et de tous les instruments sur lesquels le Conseil de la sécurité alimentaire s'est penché sur les 15 dernières années, c'est quand même les directives volontaires qui ont reçu le plus de rayonnement. Il y a eu énormément de financements qui ont visé à leur mise en œuvre, à leur dissémination, etc. Après, comme dit Massa, si on regarde l'effet concret sur le terrain, ça reste archi nul. On continue d'être dans une tendance de concentration, de consolidation des terres, d'inégalité foncière, voilà, extrêmement grave. Et j'espère que la conférence de février en Colombie, ICART plus 20, permettra de remettre ces questions à l'agenda politique. Mais non, le bilan reste extrêmement mauvais. En ce qui concerne soft law versus droit contraignant, voilà, aujourd'hui, on a des pactes internationaux contraignants, notamment le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont bafoués tous les jours. Donc, cette division entre soft law et droit contraignant, je pense qu'elle s'efface, où aujourd'hui, ce qui est de plus en plus important, ce sont des instruments qui sont négociés de manière participative et qui, du coup, sont légitimes. Moi, je pense que ce qui a fait que les directives ont eu un tel rayonnement, c'est quand même qu'elles ont répondu à un besoin clair qui était une réponse à la question des accaparements et qu'elles ont été négociées avec la participation active de beaucoup de mouvements sociaux et que donc elles ont un poids parce qu'elles sont légitimes. Donc voilà, cette frontière entre soft law et contraignant, droit contraignant, pour moi, elle évolue. Je vois qu'il y a de la frustration dans le public de personnes qui regrettent qu'on n'ait pas pu répondre à tout le monde. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on partage nos courriels si des gens le souhaitent, ou je peux le mettre aussi dans le chat si des gens veulent rentrer en contact. Voilà, personnellement ou via LinkedIn, on peut aussi poursuivre ces échanges. Donc voilà, je voulais en tout cas dire que je suis ouverte au dialogue pour celles et ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Mhm. Merci Priscilla. Oui, donc comme vous l'avez rappelé, malheureusement, le temps est contre nous. Donc il va falloir clôturer cette stimulante discussion qu'on pourrait continuer pendant des heures, hein. Je pense qu'il y a pas mal de portes à ouvrir, pas mal de dimensions à explorer. Et donc, je vous invite tous à suivre les, les travaux, les actions de tous ceux et celles qui luttent pour la Terre, et qui vont se réunir notamment pour la conférence de l'ICARD, hein, sur la réforme agraire. Donc, je vous invite toutes et toutes à suivre le processus. Et donc, en guise de conclusion, on peut dire que finalement, repenser la réforme agraire, c'est d'abord comprendre, hein, que la redistribution des ressources foncières ne se résume pas à une simple affaire de titres, hein, ou d'hectares redistribués. Donc, tirer les leçons du passé
et notamment des anciennes réformes agraires, c'est aussi reconnaître que la formalisation juridique ou la sécurisation des titres ne suffisent pas à garantir aux paysans, aux femmes, aux éleveurs et aux peuples autochtones un accès équitable, sûr et durable à la terre, ni à leur assurer d'ailleurs des conditions de vie dignes. Ce qui compte, et on l'a suffisamment rappelé lors de ce webinaire, c'est une redistribution du pouvoir. En fait, il ne s'agit pas seulement d'hectares ou de terres redistribuées, c'est le pouvoir de décider de l'usage de la terre, de choisir ce qu'on produit et comment on le produit également. Donc, repenser la réforme agraire aujourd'hui, c'est interroger les rapports entre l'État, le marché et les communautés, tout en reconnaissant, et c'est essentiel, parce que les anciennes réformes agraires n'en tenaient pas compte, la pluralité et la complémentarité des droits, des besoins et des intérêts des différents groupes qui vivent de la terre. C'est aussi inscrire dans la gouvernance foncière les principes de justice sociale, de démocratie et de durabilité écologique pour bâtir enfin un modèle agricole et alimentaire réellement inclusif, solidaire et durable. Donc, en guise de conclusion, je dirais qu'en somme, la réforme agraire du XXIe siècle ne pourra se contenter voilà, de corriger les déséquilibres du passé. Donc, elle devra devenir un véritable processus d'émancipation collective, un projet capable de réinventer notre rapport à la terre, au pouvoir, au vivant. Alors avant de clôturer définitivement, donc je remercie vivement les panélistes pour leur riche exposé, pour leur réflexion. Et je remercie également tous ceux et celles qui ont assisté à ce webinaire. Et donc je souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Voilà, je vous remercie. Au revoir, merci beaucoup Laurent, Isabelle et Vincent pour Merci à vous. l'organisation. Et merci à toutes pour vos bonnes questions. Et à tous. Merci à tous, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup, c'était vraiment très très riche pour nous aussi. Merci.